Alors, donc on va démarrer ce webinaire. Donc ce webinaire qui est consacré à la réglementation de l'apprentissage. Donc, je suis Madame Larit Hanan, donc je suis conseillère apprentissage, contrôle pédagogique et médiation. Donc, je travaille sur tout le département du Haut-Rhin sur des missions de conseil orientation auprès des apprentis et des entreprises, donc conseil en termes de droit du travail, réglementation de l'apprentissage. Je gère également le volet médiation lorsqu'il y a des conflits entre les parties et le contrôle pédagogique, pardon. Donc, ce webinaire, il est porté par la direction apprentissage et orientation de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Je vais le co-animer avec ma collègue Pascal Dehaye, qui va se présenter. Bonjour Anan, rebonjour, bonjour à toutes, puisque nous avons un public féminin manifestement. Donc effectivement, je suis Pascal Dehaye, j'exerce les mêmes fonctions et les mêmes missions que ma collègue, mais dans les départements du Bas-Rhin. Alors, avant de démarrer ce webinaire, je voulais vous donner quelques informations pratiques. Donc, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera diffusé en replay sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, nous allons dans un premier temps vous dérouler un PowerPoint sur la réglementation de l'apprentissage. Un chat est également à votre disposition pour vous permettre de nous poser vos questions au fil des thématiques. Et un temps d'échange sera prévu en fin de présentation où là, vous pourrez nous poser des questions d'ordre général. Pour les questions qui nécessitent une étude de dossier, un approfondissement, je vous invite à reprendre nos coordonnées qui seront mis tout à l'heure à la fin de la présentation. Enfin, merci de bien vouloir couper vos micros durant la présentation pour éviter d'éventuels bruits parasites. Donc, Pascal va nous présenter dans un premier temps les missions des CCI et le contexte de la loi à venir. Alors, effectivement, en matière d'orientation et d'apprentissage, les chambres consulaires ont depuis plusieurs décennies, et au travers de leurs actions régaliennes, engrangé une expertise indéniable, reconnue de toutes les entreprises. Déjà en 1938, les CCI d'Alsace étaient devenus organismes instructeurs et d'enregistrement des contrats d'apprentissage pour les départements du 67 et du 68. La loi à venir du 5 septembre 2018 a modifié en profondeur le paysage de l'apprentissage, comme vous avez déjà pu l'observer et le vivre. Donc, cette loi a distribué de nouveaux rôles aux différents acteurs et introduit notamment 4 nouveautés majeures. On peut citer l'ouverture du marché de l'apprentissage, l'assouplissement du régime juridique, une aide unique pour certaines entreprises et un nouveau système de financement. Les chambres de consulaires n'enregistrent donc plus les contrats d'apprentissage, mais l'article 11 et puis ses décrets d'application leur confèrent par contre les missions d'orientation professionnelle, d'accompagnement au développement de l'apprentissage auprès des différents acteurs, de contrôle pédagogique également des formations. Ces contrôles sont diligentés notamment par la mission académique, et des rôles de médiation. Par ailleurs, les entreprises qui le souhaitent peuvent faire appel à la Chambre de commerce, notamment la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole, via notre service plus, qui est une prestation qui permet de bénéficier donc de notre expertise en matière d'établissement de contrats. Les employeurs peuvent aussi nous contacter pour avoir des décisions, des précisions sur certains points de la réglementation de l'apprentissage ou encore faire appel à nous pour organiser des médiations avec leurs apprentis afin de trouver ensemble une solution à l'amiable pour répondre à leur situation. Alors voilà. Au programme, nous allons voir différents thèmes, donc l'employeur et le contrat, le rôle de l'employeur, le détail lié au contrat d'apprentissage, le rôle du maître d'apprentissage, la rémunération, l'apprenti, comment on le choisit, et enfin un volet questions-réponses, donc encore une fois pour des questions d'ordre général, pour des questions qui nécessitent une
une analyse, je vous laisse nous recontacter en direct. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'apprentissage, c'est quoi? C'est une forme en fait d'éducation alternée pendant laquelle l'apprenti va pouvoir, comme son nom l'indique, acquérir de façon alternée des connaissances à la fois théoriques, techniques et pratiques en vue d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel référencé au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Anan va vous... Alors, j'ai juste un petit souci d'écran. Anan va vous projeter donc un schéma d'entrée en apprentissage. Voilà, donc c'est un schéma, on dirait un peu une usine à gaz, mais en fait, contrairement à l'image qu'il renvoie, au contraire, c'est pour justement mettre en exergue cette relative souplesse qu'affiche donc l'entrée en apprentissage, parce que comme vous pouvez le constater, on peut entrer en apprentissage dès la sortie du collège et on peut ainsi progresser comme ça jusqu'au master, diplôme d'ingénieur, voire même le doctorat. Vous voyez que pendant tous ces parcours-là, beaucoup de canaux conduisent à l'apprentissage. On peut par exemple aussi suivre sa dernière année du baccalauréat en tant qu'apprenti. Le jeune quitte alors son statut scolaire pour basculer en statut de salarié. Mais le diplôme à la clé reste le même. Merci Pascal. Donc, l'apprentissage pour quelle entreprise? Donc, effectivement, lorsqu'on a un projet de recrutement, on se pose la question, est-ce que mon activité permet d'accueillir un apprenti? Donc, effectivement, on trouve des apprentis dans bon nombre de secteurs d'activité, les secteurs commerciaux, industriels, artisanal. On peut avoir un apprenti dans une association, chez les professions libérales. On peut également envisager d'avoir des apprentis dans des agences de travail temporaire, lesquelles peuvent déléguer leur apprenti dans une entreprise utilisatrice ou le garder au sein de leur agence, ou avoir un apprenti qui aurait un contrat auprès de 2 employeurs pour des activités saisonnières. Nous, en tout cas, ce qu'on recommande, c'est que la société, elle ait au minimum 1 an d'existence pour permettre de se consacrer à l'apprenti, puisque quand on est dans le cadre d'une création d'entreprise, souvent, on doit développer l'activité. Donc, nous, on conseille d'avoir une entreprise qui existe depuis au moins 1 an pour pouvoir accueillir l'apprenti dans de bonnes conditions. Quand je parle de conditions, c'est également les conditions d'organisation et d'équipement adaptées à la formation. Voilà. Alors, les caractéristiques du contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est avant tout un contrat de travail, de type particulier certes, mais c'est un contrat de travail. Il est écrit sous seing privé, rédigé donc par l'employeur, l'apprenti, enfin co-signé par l'apprenti, pardon, voire les représentants légaux, si l'apprenti est mineur. Il est régi par les lois du Code du travail, les règlements et les conventions collectives. Il est conclu au moyen du formulaire CERFA que Anan va vous projeter dans un instant. Il doit être déposé auprès de locaux dont relève l'entreprise. La formation en apprentissage peut être assurée sous condition soit par un organisme de formation public ou privé, voire même par un CFA d'entreprise. L'apprenti, même très jeune, donc comme je vous le disais précédemment, bénéficie d'un statut de salarié. Et un salaire, bien entendu, est fixé en fonction de l'âge, du positionnement du jeune dans le cycle de la formation et de la convention collective à laquelle est rattachée l'entreprise. Bien entendu, en tant et comme tout salarié, le jeune bénéficie également d'une protection sociale. Alors, voici donc le fameux CERFA. Vous en avez probablement déjà vu. C'est un document recto verso, comme vous le voyez ici. Il comporte notamment des mentions obligatoires, comme par exemple le nom, le prénom de l'employeur, la raison sociale de l'entreprise, l'effectif, le diplôme ou le titre préparé donc par l'apprenti, le salaire dû pour chacune des années du contrat. L'une des particularités de ce contrat d'apprentissage, qui je le rappelle est un contrat de travail, prévoit un espace donc dédié au maître d'apprentissage. Vous voyez d'ailleurs qu'il y en a même 2 de prévus.
ce n'est pas forcément une obligation d'en mentionner deux, mais des fois, ça peut être intéressant dans le sens où vous avez, par exemple, un maître d'apprentissage qui, à un moment donné, doit être amené à s'absenter pendant la vie du contrat, permet effectivement on va dire, évite de faire un avenant, comme on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Le CFA a lui aussi sa partie à compléter et devra d'ailleurs retourner ce fameux CERFA à l'employeur, accompagné d'une convention de formation obligatoire pour le dépôt auprès de l'OPCO. Alors, on l'a vu, hein, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de type particulier. C'est un CDD en général de 6 mois à 3 ans. Vous avez également la possibilité d'embaucher en CDI, voire de monter en compétence un de vos salariés permanents en CDI. Donc, avec une suspension de contrat, il partira en formation pour le contrat d'apprentissage. Donc, 6 mois à 3 ans. Voire plus en fonction de la situation de l'apprenti. Par exemple, pour des personnes avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous pouvez avoir un contrat de plus de 3 ans. Les dates de contrat doivent couvrir la période de formation. Donc, la date de fin de contrat doit absolument couvrir la date de fin du cycle de formation, examen inclus. Souvent, au départ, on ne connaît pas encore les dates d'examen finaux, donc notamment pour les masters qui passent des soutenances. Donc, les OPCO tolèrent des contrats qui se terminent 2 mois après la fin du cycle de formation, par exemple. Le contrat, lui, dans les 3 mois qui débute, l'apprenti devra aller en CFA ou en entreprise. Donc, il ne peut pas rester plus de 3 mois en entreprise. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une bascule chez l'un ou l'autre. Ce contrat, vous avez une période d'essai de 45 jours en entreprise, donc 45 jours consécutifs ou non. Donc, pour suivre cette période d'essai, c'est assez simple. Le CFA va vous remettre un planning de l'alternance. Donc, vous pouvez suivre la période d'essai en cochant les fois où l'apprenti est sur site. Donc, 45 jours consécutifs ou non. Donc, on retire les périodes d'absence pour arrêt maladie, les périodes au CFA. On compte vraiment les présences sur site. Une demi-journée compte pour une journée entière. Donc, cette période d'essai vous permet d'arrêter le contrat sans motif et sans délai. Ce contrat, une fois qu'il est rédigé, il doit être transmis à l'OPCO, l'opérateur de compétences. Donc, l'opérateur de compétences, en France, vous en avez 11. Cela dépend du secteur d'activité. Donc, pour définir l'OPCO, on se sert du code NAF ou de l'IDCC, voire de votre SIRET. Donc, pour vous aider, si vous ne connaissez pas votre OPCO, on peut faire la recherche avec vous. Donc, cet opérateur de compétences, 5 jours ouvrables pour déposer le contrat, lequel a 20 jours pour se prononcer pour le financement de la formation. Donc, quand c'est validé, il vous transmet un numéro d'enregistrement qu'il faut conserver pendant toute la durée du contrat. Voilà. Alors, les parties, quand on parle de parties du contrat, celles qui sont liées au contrat d'apprentissage sont celles qui sont finalement mentionnées sur le CERFA. Tout d'abord, vous avez donc l'employeur qui recrute l'apprenti, l'apprenti qui, lui, veut se former, les représentants légaux si ce dernier d'ailleurs est mineur. Puis, il y a, comme je l'indiquais tout à l'heure, le maître d'apprentissage qui doit obligatoirement être rattaché au SIRET du lieu d'exécution du contrat, et le CFA qui forme l'apprenti sur les aspects théoriques et techniques et remet donc le calendrier, comme l'indiquait Anne tout à l'heure, de l'alternance à l'employeur et à son apprenti. Alors, comme vous le constatez, sur ce schéma, c'est l'apprenti qui occupe la position centrale. C'est un peu normal, c'est lui l'acteur de son projet. Pour faciliter l'acquisition et puis la progression des savoirs, un certain nombre d'outils sont mis en place, et notamment dans l'entreprise, ils sont destinés, on va dire, aux maîtres d'apprentissage et aux jeunes, bien sûr. Je cite par exemple le document de liaison qui est mis en place par le CFA. C'est un outil qui est franchement bien utile. À la fois à l'échange et puis au bon fonctionnement de l'alternance. C'est un document qui permet de déterminer les capacités à acquérir par l'apprenti
pendant sa formation, et puis les ordonne aussi selon une progression pédagogique répartie sur les différents semestres d'apprentissage. Parmi les outils, il y en a un que moi, j'estime vraiment incontournable. Il s'agit du référentiel, le référentiel du diplôme que va préparer donc l'apprenti, qui lui fixe les capacités, les compétences que le jeune va devoir atteindre pour pouvoir obtenir son diplôme, et cela pour chacun des métiers. Il est d'ailleurs essentiel, à mon sens, que l'employeur prenne connaissance de ce référentiel avant la signature du contrat afin de connaître les tâches qu'il va devoir confier à son apprenti pour que ce dernier puisse obtenir son diplôme. Vous avez aussi parmi les outils la fameuse fiche navette. Alors celle-ci, elle est plutôt utilisée dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Celle-là, elle est destinée en fait à faire le va-et-vient entre l'entreprise et le CFA. Là aussi, elle constitue un support intéressant puisqu'elle permet à l'apprenti d'effectuer sur son lieu de travail des observations et des recherches sur divers aspects de son métier. Merci Pascal. Donc là, nous allons voir les obligations des parties. Donc, l'employeur et l'apprenti ont des obligations, des devoirs. Donc, l'employeur, on l'a vu, il doit absolument rédiger un contrat de travail, donc un contrat sur CERFA. Donc, s'il n'y a pas d'écrit, il y a risque de requalification en CDI. Donc, vraiment rédiger le contrat et le remettre à l'apprenti ou son représentant légal. Assurer bien sûr la formation pratique, donc désigner un maître d'apprentissage en amont du projet de recrutement, donc faire l'analyse des ressources en interne, voir si quelqu'un peut occuper ce rôle central de maître d'apprentissage. Bien sûr, verser un salaire complet, donc le salaire que l'apprenti soit en CFA ou en entreprise, c'est un salaire complet. On ne retire pas les heures d'absence pour CFA. Respecter les conditions du déroulement de la formation. Donc, l'employeur signe une convention avec le CFA, donc bien respecter le calendrier de l'alternance et les obligations liées. Préparer bien sûr l'apprenti à passer l'examen, donc mettre tout en place pour que l'apprenti monte en compétences de façon continue. Veiller à l'inscription de l'apprenti en CFA et aux examens. Donc, tout à l'heure, on a vu le CERFA. Donc, pour établir le contrat d'apprentissage, sachez que la Chambre de commerce et d'industrie propose une prestation de rédaction de contrat d'apprentissage. Donc, nous avons une équipe de gestionnaires avec une expertise pour la rédaction de ce contrat d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour rédiger vos contrats d'apprentissage. Alors, Anan vient de vous citer donc vos obligations, en tout cas les obligations des entreprises. L'apprenti a lui évidemment bien également des obligations. D'ailleurs, il doit s'engager après avoir été autorisé, s'il est mineur, donc par son représentant légal, à travailler donc pour son employeur pendant la durée du contrat. Il s'engage également à effectuer donc le travail qui lui est confié dans la limite, bien entendu, de son horaire de travail, à respecter le règlement intérieur de l'entreprise, à être assidu et à suivre la formation dispensée au CFA, à fournir des arrêts de travail en cas d'absence, que ce soit en entreprise ou au CFA. Donc là aussi, ce sont les mêmes conditions que dans le droit privé, droit commun, c'est-à-dire que l'apprenti va devoir remettre l'arrêt de travail dans les 48 heures, idéalement avec une copie au CFA également pour prévenir la direction. Et il s'engage également, bien entendu, à se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre qui est mentionné dans le contrat. Et il s'engage aussi par ailleurs à n'être lié à aucun autre contrat d'apprentissage au moment de la conclusion du contrat qu'il va conclure avec vous. Donc là, d'ailleurs, aussi un conseil que je peux donner, c'est penser en cas de succession de contrat, si vous accueillez un apprenti qui aura déjà rompu un précédent contrat pour la même formation, pensez à bien lui demander la date précise de résiliation, quitte à lui demander le formulaire de rupture, à le visualiser, pour éviter justement des superpositions de dates au moment de la conclusion du nouveau contrat.
Alors, concernant les conditions de travail, donc je le précisais tout à l'heure, hein, le jeune a un salarié, a un statut de salarié, pardon. D'une manière générale, l'apprenti bénéficie des mêmes droits, mais aussi des mêmes devoirs que les autres salariés. Il faut noter par contre que les contrats d'apprentissage ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application des dispositions qui sont soumises à des conditions de seuil. Je pense notamment au comité social économique à partir de 11 salariés. Par exemple, une entreprise qui emploie 9 personnes restera une entreprise de moins de 10 salariés si elle embauche un voire deux jeunes en contrat d'apprentissage. Alors, on est déjà au slide suivant. J'ai un peu perdu le fil. Alors, on va aborder le temps de travail. Oui, tout à fait, oui, non, parce que je suis désolée, j'ai un petit décalage, j'ai un souci technique de mon côté, donc je suis navrée. Je ne vois pas forcément toujours les slides au bon moment. Donc, en termes de durée, effectivement, le temps consacré à la formation en CFA est compris dans l'horaire de travail. En général, les contrats sont établis sur une durée hebdomadaire de 35 heures, mais une durée conventionnelle peut également s'appliquer. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, pour ne citer qu'elle, il est possible d'établir un contrat de 39 heures. Les apprentis mineurs, en général, ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine. Ils pourront toutefois dépasser les 35 heures hebdomadaires sous réserve que l'employeur aura au préalable demandé l'autorisation et que celle-ci aura été acceptée par l'inspection du travail. Et dans ces cas-là, les heures supplémentaires, c'est-à-dire au-delà des 35 heures, bien entendu, seront majorées. Vous le verrez, d'une manière générale, et notamment en termes de temps de travail, la législation encadre particulièrement les apprentis mineurs, comme va vous le présenter Anan d'ailleurs dans un instant. Alors, effectivement, on a tenu à vous projeter ce tableau récapitulatif. Donc, on reprend les éléments de base à suivre en termes de temps de travail. Donc, on rappelle le temps passé au CFA, c'est du temps de travail. Donc, pour les mineurs et les majeurs, on ne va pas avoir les mêmes conditions. Donc, on voit que pour les moins de 16 ans ou les 16-18 ans, on est à 35 heures. Un majeur peut faire 35 voire 39 heures. Au niveau du temps de pause ou du temps de travail, également des divergences. Ce qui est important à retenir, c'est qu'un mineur, il a 2 jours de repos consécutifs. Donc, en fonction des secteurs, vous avez des dérogations. Donc, ça nécessite une petite gymnastique en fonction des plannings du CFA pour respecter ces 2 jours consécutifs. Donc, un mineur également la nuit, donc à 20 heures, s'il a moins de 16 ans, il n'est plus sur site. Et entre 16 et 18 ans, à 22 heures, il a également quitté vos locaux. Donc ça, c'est un tableau que je vous invite à imprimer et à garder, puisqu'il reprend les temps de pause, le repos quotidien, etc. Au niveau des congés, donc vos apprentis, c'est comme pour vos permanents, ils ont des congés, ils cumulent 2 jours et demi par mois de présence, donc soit 5 semaines par an, des congés qui sont à la main de l'employeur, donc avec un délai de prévenance pour la pause des congés. Quand vous avez un apprenti mineur, ce que je vous invite à faire, c'est de faire le point en amont pour voir si il est habitué à partir en congé avec ses parents et autres pour pas avoir de conflit à arriver l'été. L'apprenti, il a également, en plus de ses congés payés, des congés de révision. Donc, 5 jours de congés à la demande de l'apprenti qui doivent être payés. Donc, ces congés sont pris le mois qui précède les examens. Ces congés, ils sont dus lorsqu'on est sur un examen classique. Si vous êtes sur du contrôle continu, il n'y a pas de congé de révision. Et si, par exemple, le CFA a prévu une semaine de congé de révision, pareil, vous n'avez pas ces congés-là. Donc, il faut bien regarder le planning également de l'alternance pour voir ce qu'a prévu le CFA. Alors,
Concernant la vie donc du contrat, il peut y avoir plusieurs situations finalement qui peuvent se présenter à vous, qui n'étaient pas forcément prévues et où vous n'avez pas nécessairement la réponse légale immédiate. Dans ces cas-là, je vous invite à contacter la Chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez le faire au 03 90 20 67 68 et mes collègues n'hésiteront pas à orienter les demandes vers les personnes compétentes et disponibles. Alors, je ne sais pas si tu as déjà projeté le nouveau slide, je ne vois pas forcément. Oui, 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 oui. Merci Anan, je suis désolée. Parmi effectivement ces situations, il peut y avoir des situations nouvelles, des changements de situation par rapport au contrat prévu initialement. Je vais vous en citer quelques-unes là dans un instant. En tout cas, quelle que soit la nature de ces changements et le motif, il est essentiel de les notifier par écrit sous forme notamment d'avenant. Là aussi, on utilisera le CERFA qu'il faudra d'ailleurs à nouveau déposer auprès de l'OPCO pour enregistrer ces fameux avenants. Donc vous avez parmi les différents motifs d'avenant la modification par exemple de la situation juridique de l'employeur en cas de succession, de vente ou de fusion par exemple. La prolongation du contrat suite à un échec à l'examen de l'apprenti. Là aussi, ça va générer un avenant. Ou alors, il peut y avoir une prolongation suite à l'obtention de la reconnaissance de l'apprenti en tant que travailleur handicapé. Ça peut arriver. Là aussi, il va falloir. Il y a des codes à chaque fois qui sont prévus donc dans les 6 pages de notification. Vous pouvez avoir également un changement du maître d'apprentissage, je l'évoquais tout à l'heure, ou alors une modification de durée de travail hebdomadaire, par exemple les 35 ou 39 heures, si le jeune bascule dans sa majorité, une réduction de durée de contrat, ou alors un changement de CFA. D'autres motifs aussi peuvent conduire à un avenant, par exemple la modification du lieu d'exécution du contrat. Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le motif de l'avenant, il faut toujours qu'il soit conclu dans les mêmes formes et avec les mêmes exigences que le contrat d'apprentissage initial, donc avec l'aide du CERFA. Il doit être transmis à l'ensemble des acteurs et des signataires et remis donc à l'OPCO par l'employeur. Merci Pascal. Alors, ce contrat, on l'a vu, donc il doit être écrit, il peut être modifié en cours de route et il permet également à l'apprenti une mobilité. Donc, en cours de contrat, l'apprenti peut signer une convention de stage pour partir auprès d'un autre employeur ou d'un autre CFA en France ou en Europe. Donc, en fonction de la durée de ce stage, l'employeur va soit avoir une mise à disposition de l'apprenti, soit une mise en veille du contrat d'apprentissage. Donc, passer 4 semaines de stage, l'employeur remet ses obligations à un autre employeur ou à un CFA. Donc là, on pourra rentrer dans le détail si vous avez la situation qui se présente en direct. N'hésitez pas à nous contacter. D'accord. Alors là, nous allons aborder les questions relatives aux ruptures de contrat, même si en ce moment, nous sommes plutôt dans les conclusions de contrat. Enfin, ça fait partie de la vie et de la réglementation dans le Code du travail. Anan vous a parlé tout à l'heure des principes de la rupture pendant la période probatoire. Moi, je vous propose d'aborder donc les différents motifs de rupture une fois que celle-ci est écoulée. L'une d'elles est probablement la plus simple, c'est la rupture d'un commun accord. On est sur de la négociation entre les parties s'entendent sur une date de résiliation, il n'y a pas d'indemnité ni de préavis. Là aussi, le code devra être bien entendu prévenu, ainsi que le CFA. Vous avez également la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti par la voie de la démission. Donc là aussi, ça c'est une nouveauté qui découle de cette fameuse loi à venir du 5 septembre 2018,
puisque précédemment, les apprentis ne pouvaient pas démissionner. Donc, dans ce cas, l'apprenti doit obligatoirement saisir le médiateur de l'apprentissage qui est mentionné à l'article L 6222-39, si je ne m'abuse. En l'occurrence, donc, il s'agit du médiateur consulaire et uniquement le médiateur consulaire. La démission pourra être effective après un respect d'un délai de 5 jours calendaires minimum de réflexion à partir de la date de saisine, puis de 7 jours de préavis à compter de la notification reçue par l'employeur. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture devra bien évidemment conjointement signé par son représentant légal. L'apprenti peut également mettre fin à son contrat en cas d'obtention de diplôme préparé. Pour cela, il doit en avoir informé son employeur au moins 1 mois par écrit avant la fin du contrat. Et la rupture ne pourra bien entendu être effective qu'après la date de publication des résultats. La loi du 5 septembre 2018 permet également à l'employeur de licencier son apprenti. Là aussi, c'est une nouveauté depuis la loi. Simplement, tout cela est régi et c'est mis sous condition. Donc, l'employeur ne pourra licencier son apprenti qu'à partir du moment où il y a un cas de force majeure, une faute grave commise par l'apprenti, une inaptitude, par exemple, aussi constatée par le médecin du travail. Dans ce cas-là, je rappelle que l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. En cas de décès aussi d'un employeur maître d'apprentissage, par exemple pour une entreprise unipersonnelle, ou alors il faut savoir aussi, oui, que l'exclusion définitive du CFA peut constituer en fait un motif de licenciement. Cela dit, si l'employeur souhaite en fait maintenir l'apprenti dans ses effectifs, il va disposer d'un délai de 2 mois maximum pour l'inscrire dans un nouveau CFA. À défaut, comme le précisait d'ailleurs Anan tout à l'heure, là aussi, ça ferait l'exemple d'un contrat qui finalement relèvera après de droit commun. Et puis, certaines situations aussi peuvent occasionner une rupture de contrat, comme par exemple la liquidation judiciaire, sans maintien de l'activité. Là, dans ces cas-là, ce sera le mandataire judiciaire qui notifiera la rupture du contrat. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit l'origine ou le motif de la rupture, l'employeur doit systématiquement prévenir le co ainsi que la direction du CFA. Ça fait partie des obligations précisées dans le Code du travail. Alors, le formulaire de rupture, je suppose que Anan vous l'a affiché. Tout à fait. Donc, le formulaire de rupture, en fait, ce n'est pas un CERFA. Vous le voyez là présent. Vous pouvez, les OPCO en ont. Vous pouvez, il y en a, je sais, qui circulent également sur le net. En fait, il présente l'avantage de retrouver toutes les informations liées au contrat d'apprentissage et utiles en fait aux différentes parties. Par exemple, comme je vous l'indiquais, l'employeur qui va devoir prévenir son OPCO, c'est vrai que le fait de pouvoir transmettre ce document où finalement toutes les informations utiles du contrat sont mentionnées facilitera la prise en compte de la résiliation par les personnes de l'OPCO. Merci Pascal. Alors, on a vu ce contrat, donc il peut être modifié, il peut être rompu. Les apprentis, leurs représentants légaux ou nous, conseillers apprentissage, nous avons la possibilité également de faire des signalements auprès de la DRITS. Donc, ces signalements peuvent mener à des enquêtes contradictoires et à la rupture du contrat d'apprentissage. Donc là, c'est des cas lorsqu'on constate un risque d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti. Donc, quand vous avez des employés, des employeurs qui ne respectent pas leurs obligations, donc on peut faire un signalement, bien sûr, avec des éléments tangibles et toujours avec un écrit à l'appui. Donc, à la fin de ce contrat, peu importe le motif de la rupture, vous êtes, comme pour vos permanents, dans l'obligation de remettre un solde de tout compte.
une attestation Pôle emploi, puisqu'en fonction du motif de rupture, l'apprenti va pouvoir ouvrir des droits au Pôle emploi. Vous devez également lui remettre un certificat de travail. On l'a vu, hein, on l'a dit, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de type particulier, c'est un CDD, mais qui n'ouvre pas droit à d'indemnité. Hein. Donc, un CDD classique, vous avez les fameux 10% de précarité. Sur un contrat d'apprentissage, vous n'avez pas d'indemnité. Vous versez le salaire, les congés s'il en restait, et autres, et ça s'arrête là. Là, nous allons aborder le rôle du maître d'apprentissage. Donc, avant de démarrer, je vous ai projeté une partie du CERFA sur lequel on a mis en rouge. Hein, donc, l'employeur, il atteste que le maître d'apprentissage répond à l'ensemble des critères hein, d'éligibilité à cette fonction. Donc, aujourd'hui, personne ne va vérifier que votre maître d'apprentissage a bien tel diplôme ou de l'expérience. Par contre, ça sera vérifié s'il y a un litige et que l'affaire est portée au prud'homme, par exemple. Donc, les missions du maître d'apprentissage sont de faire monter en compétence l'apprenti, de lui transmettre ses savoir-faire ou ceux de l'entreprise, donc transmettre des compétences correspondant à la qualification recherchée. Pour cela, le maître d'apprentissage, il doit répondre à certains critères. Hein. Donc, quand on choisit son maître d'apprentissage, on va veiller à ce qu'il ait de l'expérience professionnelle en rapport avec le diplôme préparé par l'apprenti. Donc, au minimum 2 ans d'expérience. Si vous avez un maître d'apprentissage qui a uniquement 1 année d'expérience, il faut veiller à ce qu'il ait un diplôme qui relève du même domaine professionnel que celui préparé par le jeune ou d'un niveau au moins équivalent. Un maître d'apprentissage va pouvoir suivre 2 apprentis plus un redoublant. Quand on parle de redoublant, c'est une personne qui a échoué à l'examen, tout simplement, puisqu'en apprentissage, nous n'avons pas la possibilité de redoubler. Donc, le maître d'apprentissage, c'est la personne clé du contrat, hein, donc il faut bien la choisir, il faut faire en sorte qu'elle soit volontaire. Donc, quand on a ce projet de recrutement d'un apprenti, on regarde en interne qui a les compétences et qui est motivé, volontaire, et charge à l'employeur de libérer du temps pour que le maître d'apprentissage puisse honorer sa mission. Ici, vous avez la grille de rémunération hein, des apprentis, donc une grille de droit commun. C'est le minimum. Hein, donc, cette grille, c'est toujours pareil dans la stratégie de recrutement. Hein, c'est une grille qu'il faut connaître. Hein, donc, en fonction de l'âge de l'apprenti, la rémunération donc, est définie en fonction de l'âge de l'apprenti et de son positionnement dans le cycle de formation. Donc, on voit que le salaire aujourd'hui, il est à 1 645 € et 58 centimes, soit 10,85 € de l'heure. Donc, une vraie stratégie, hein, surtout quand on a dans nos permanents des personnes qui sont payées au SMIC. Hein, donc, pour éviter les conflits, c'est bon à savoir. Donc, cette grille, c'est du minimum. Si vous avez une convention collective qui prévoit plus, vous devez l'appliquer. Et après, chaque employeur est libre de donner plus. Au niveau du salaire, hein, donc par exemple, si vous donnez 27% du SMIC à votre apprenti, sachez que c'est du net en poche. Jusqu'à 79%, l'apprenti ne va pas payer de charges là-dessus. Vous, en tant qu'employeur, vous allez bénéficier d'exonération de charges également. Et avec les aides actuellement versées, la première année, votre contrat d'apprentissage, il est en termes de coût très faible. Merci. Alors, pour être apprenti en France, il faut répondre à des conditions d'âge. Hein. Donc, comme vous le voyez affiché ici, l'âge minimum est de 16 ans. Hein. Toutefois, les élèves de 15 ans révolus peuvent également entrer en apprentissage à la rentrée en septembre, sous réserve hein, qu'ils aient achevé en fait leur classe de 3e au collège. Pour ceux qui sont nés plutôt au second semestre de l'année civile, il est possible de les inscrire dans un lycée professionnel pour débuter leur formation sous statut scolaire. Ils pourront ensuite donc du coup suivre les cours au CFA et travailler sous convention de stage en entreprise, excepté les week-ends et les congés scolaires, notamment ceux de la Toussaint. Au lendemain des 15 ans de l'apprenti, donc 15 ans plus un jour, l'employeur va pouvoir mettre en place le contrat et démarrer l'apprentissage, ce qui fera
basculer le jeune sous statut salarié. L'âge maximum, lui, est limité à 29 ans, fixé à 29 ans révolus, c'est-à-dire 30 ans moins un jour. Là aussi, il y a des exceptions à ces conditions d'âge, notamment par exemple pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés ou les sportifs de haut niveau, hein, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a également la possibilité d'aller au-delà des 30 ans lorsque l'apprenti envisage de créer ou de reprendre une entreprise et que ce projet suppose par exemple l'obtention d'un diplôme, ou alors lorsque l'apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé. Dans ce cas-là, l'apprentissage peut être prolongé d'1 an maximum, hein. L'âge maximum peut aussi être porté à 34 ans, là pour le coup, c'est-à-dire 35 ans moins un jour, si l'apprenti lui veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu, ou alors si le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti, ou encore si ce dernier contrat a été rompu pour inaptitude physique et temporaire, par exemple. À noter que dans ces cas-là, dans tous ces cas, il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les 2 contrats. Alors, concernant les conditions de nationalité, je suppose que la slide Oui. est affichée. Oui, merci Anna. Elle est bien affichée. Donc, en France, effectivement, un contrat d'apprentissage peut être conclu avec toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays membre de l'Union européenne, hein. Par contre, pour les ressortissants hors Union européenne, des conditions sont requises et exigent la vigilance de l'employeur, hein. En effet, l'apprenti doit impérativement être titulaire, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Je vais peut-être juste laisser la parole à Anan. Oui, sans problème, je vais prendre le relais. Excusez. Donc, effectivement, les conditions de nationalité. Donc, un apprenti, vous avez la possibilité d'avoir un apprenti de nationalité française, un apprenti ressortissant des États membres de l'Union européenne. Pour des personnes qui ne sont pas françaises ou non issues de l'Union européenne, vous avez également la possibilité de le prendre en apprentissage, mais à condition de faire le nécessaire au niveau de l'autorisation de demande de travail en France. Donc, on vous a remis le lien ici. Donc, pas de recrutement, pas de contrat tant que vous n'avez pas l'autorisation de travail en France. Donc, merci. Pardon. Pas de souci. Merci. Alors, ce webinaire touche à sa fin, hein, donc on a voulu faire un webinaire assez court au niveau de la réglementation de l'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est quelque chose d'assez complexe, hein, puisque ça dépend de beaucoup de critères. Il y a beaucoup de si dans le contrat d'apprentissage. Aussi, là, on va vous projeter nos coordonnées, hein, donc effectivement, si vous avez des questions, des cas particuliers, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc là, sachez que nous, on est présents sur tous ces sites, hein, donc n'hésitez pas à consulter les webinaires qui sont proposés par la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez nos coordonnées, hein, donc on a un centre d'information service, hein, donc le 03 90 20 67 68, hein, donc en cas d'absence, hein, vous pouvez contacter un autre conseiller via ce numéro. Ici, je vous projette les coordonnées de Pascal et moi-même, hein, donc Pascal qui gère le Bas-Rhin et moi le Haut-Rhin, hein, donc n'hésitez pas à prendre note de nos coordonnées que vous pouvez également retrouver sur le site de la CCI, hein, en direct. En tout cas, merci pour votre attention, hein. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers. Là, nous allons ouvrir les micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que le chat est vide. A priori, il n'y avait pas de questions. Donc, dites-nous tout. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Allô? Alors, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va clôturer tout simplement ce webinaire.
Encore une fois, merci pour votre attention. Pascal et moi-même, nous nous tenons à votre disposition, hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on étudie un projet de recrutement, un contrat qui vous semble pas correct, etc. On peut faire un point ensemble, hein, n'hésitez pas. Passez une belle journée. À bientôt. Au Merci, revoir. Madame. Merci à toutes, hein, à tous, hein. Au Au revoir. revoir.